Décembre 2024, au nord du Burkina Faso, dans le Sahel, une opération fulgurante rebat les cartes de la violence. En quelques jours, une armée décrite comme sous-équipée surprend des groupes extrémistes, libère des villages, coupe des routes d'approvisionnement et neutralise des bases avant toute riposte organisée sous l'œil du monde. Ce qui frappe, ce n'est pas la force brute, mais la combinaison de renseignements locaux, mobilité rapide et coordination que met en avant Ibrahim Traoré, au nom d'une souveraineté assumée. Reste une question, qui contrôle désormais le récit et à quel prix réel ? Ce qui se joue ici dépasse largement une victoire tactique ou un succès ponctuel de sécurité intérieure. L'enjeu central est simple. Démontrer qu'un État africain peut concevoir, planifier et exécuter une stratégie sécuritaire efficace sans dépendre mécaniquement de puissances extérieures, même face à des adversaires organisés et financés. Pour le Burkina Faso, cela signifie rompre avec une décennie de récits de fragilité chronique, de tutelle implicite et d'interventions coûteuses aux résultats mitigés. Pour les populations locales, l'enjeu est plus immédiat. Retrouver la possibilité de vivre, de circuler et de produire sans la menace permanente qui paralysait l'économie rurale et les services publics. Pour les partenaires régionaux, c'est un signal stratégique. Un précédent est en train de se former, susceptible d'influencer doctrine, alliances et choix politiques. Enfin, pour Ibrahim Traoré, le pari est existentiel. Soit cette approche fonde une légitimité durable, soit elle expose le pays à de nouveaux risques si l'élan n'est pas consolidé. C'est cette ligne de crête que ce récit explore, donnée à l'appui, sans embellissement. En décembre 2024, en moins de 4 jours, une opération militaire burkinabé démantèle une structure extrémiste régionale considérée comme durablement installée. Les rapports confirment la neutralisation de bases clés, la désorganisation du commandement adverse et la reprise de plusieurs zones rurales sans soutien direct occidental, un résultat que des années d'intervention extérieure n'avaient pas obtenu. Ce mini-révélateur oblige à revenir en arrière. Depuis le début des années 2010, le Burkina Faso faisait face à une pression sécuritaire croissante. Des groupes armés contrôlaient des axes entiers, imposaient des prélèvements, forçaient des déplacements massifs de civils et rendaient toute planification économique instable. Pour nombre d'observateurs internationaux, le pays était enfermé dans une trajectoire de dépendance sécuritaire, incapable d'agir seul face à des adversaires mobiles et bien financés. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022 marque un point de rupture discursif et stratégique. Dès les premiers mois, le nouveau leadership affirme une priorité claire, la souveraineté opérationnelle. Cela implique moins de visibilité médiatique, mais une réorganisation profonde des forces armées, centrée sur la connaissance du terrain, la remontée de renseignements locaux et la motivation des unités. Les succès initiaux, souvent jugés mineurs à l'extérieur, servent en réalité de banc d'essai. Le contexte régional amplifie l'enjeu. Le Sahel est alors perçu comme un espace d'échecs répétés des modèles importés, malgré des budgets élevés et des dispositifs technologiques avancés. Dans ce cadre, la décision de miser sur des capacités locales apparaît risquée, voire irréaliste. Pourtant, les mois précédant l'opération de décembre montrent une dynamique différente. Villages progressivement sécurisés, routes rouvertes, coordination interarmes renforcée. Ce qui semblait fragmenté prend soudain sens. L'opération n'est pas une improvisation, mais l'aboutissement d'une séquence préparatoire discrète. Ibrahim Traoré et son état-major parient sur un renversement du tempo, surprendre, frapper vite et priver l'adversaire de toute lecture actualisée de la réalité militaire burkinabé. C'est cette inversion silencieuse qui prépare le choc de décembre. Sur le terrain, la transformation ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans les pratiques quotidiennes des unités. Officiers intermédiaires, chefs de détachement et agents de renseignement local deviennent des personnages guides de cette séquence, parce qu'ils incarnent le changement de méthode. Leur rôle n'est plus seulement d'exécuter des ordres, mais d'interpréter un territoire qu'ils connaissent intimement, d'anticiper les déplacements adverses et de relier informations civiles et décisions militaires.
Dans plusieurs zones rurales du Nord, les premiers impacts apparaissent avant même l'opération de décembre. Des villages auparavant considérés comme perdus voient revenir des patrouilles régulières. Les marchés rouvrent de façon intermittente. Les axes secondaires, longtemps abandonnés, redeviennent praticables sous protection légère mais constante. Ces signaux restent modestes, mais ils modifient la perception locale. L'État n'est plus absent, il réapparaît par touches successives. Un cas revient souvent dans les témoignages internes, celui d'unités recomposées exclusivement de soldats burkinabés formés ensemble, déployés ensemble et évalués sur leur capacité à coopérer avec les communautés. Cette logique tranche avec des schémas antérieurs plus rigides. Elle permet une circulation rapide de l'information et réduit les délais entre alerte, décision et action. Pour les civils, l'effet est d'abord psychologique. La peur diffuse recule légèrement, suffisamment pour encourager le retour de familles déplacées et la reprise de cultures saisonnières. Pour les forces armées, ces retours deviennent des indicateurs indirects de réussite. Plus la population revient, plus le dispositif est crédible. Ces impacts précoces ne suffisent pas à parler de victoire. Mais ils installent un socle, la sécurité cesse d'être abstraite et redevient mesurable dans la vie quotidienne. C'est sur cette base fragile, mais tangible, que l'opération de décembre va s'appuyer. La séquence décisive s'active à la mi-décembre 2024, lorsque les services de renseignement burkinabés détectent un regroupement anormal de combattants extrémistes dans le nord du pays. Jusque-là, ce type de signal conduisait souvent à une posture défensive, lente et prévisible. Cette fois, le choix est inversé. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'état-major valide une prise d'initiative immédiate. L'objectif n'est pas de contenir, mais de désarticuler. Le déclenchement repose sur un principe simple: frapper avant que l'adversaire ne finalise sa propre manœuvre et le faire simultanément sur plusieurs points névralgiques. Les premières heures constituent la phase d'activation. Aux premières lueurs du jour, des unités mobiles avancent en silence vers des positions stratégiques identifiées depuis des mois. Les mouvements sont rapides, coordonnés et surtout discrets. Les groupes visés n'ont pas le temps de se redéployer. Les bases servant de centres logistiques sont neutralisées, les voies d'approvisionnement coupées et les communications internes perturbées. Cette vitesse crée un effet de sidération. Les adversaires, habitués à des réponses étalées dans le temps, perdent la capacité de lire la situation en cours. Le cœur de l'opération correspond au moment de climax. Sur 3 jours consécutifs, les forces burkinabées enchaînent des manœuvres coordonnées qui combinent encerclement, pression progressive et exploitation fine du renseignement humain. Il ne s'agit pas d'affrontements frontaux prolongés, mais d'une succession de coups ciblés. Les unités connaissent les itinéraires de fuite, les points de repli et les hiérarchies internes des groupes armés. Cette connaissance réduit les pertes civiles et évite l'escalade indiscriminée. À mesure que les positions tombent, la structure de commandement adverse commence à se fissurer. Un tournant survient lorsque l'une des unités d'élite localise et neutralise un commandant clé de la région. Ce n'est ni un hasard, ni une opportunité improvisée. C'est le résultat d'une chaîne de renseignements patiemment constituée, reliant informations communautaires, observations prolongées et analyses croisées. À partir de ce moment, la dynamique change nettement. Les cellules restantes se fragmentent, perdent leurs repères et cherchent à se disperser. La menace coordonnée se transforme en une série de poches isolées, beaucoup plus faciles à contenir. Les jours suivants relèvent de la phase de réplique. Les forces burkinabées consolident les zones reprises, sécurisent durablement les villages libérés et démantèlent les infrastructures économiques clandestines des groupes armés. Des documents saisis révèlent des circuits de financement complexes, des systèmes de taxation forcée et des réseaux de contrebande. Leur démantèlement prive les combattants non seulement de moyens militaires, mais aussi de leur capacité à se reconstituer rapidement. En parallèle, une dimension rarement mise en avant s'active, l'engagement direct avec les civils. Des équipes spécialisées expliquent les objectifs de l'opération, rassurent les populations et recueillent des informations supplémentaires. Cette interaction renforce la légitimité de l'action militaire et transforme les habitants en acteurs de la stabilisation plutôt qu'en variables passives. Lorsque l'opération s'achève officiellement, le choc est double.
Sur le terrain, la menace immédiate recule nettement. À l'extérieur, les observateurs constatent qu'un scénario jugé improbable s'est produit. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence valide une stratégie risquée. Agir vite, avec des moyens locaux, et imposer un tempo que l'adversaire n'avait pas anticipé. La victoire n'est pas seulement tactique, elle redéfinit le cadre même dans lequel la sécurité du pays est désormais pensée. Premier repère mesurable, le temps. Avant décembre 2024, les opérations de sécurisation menées dans le nord du Burkina Faso s'étalaient souvent sur plusieurs semaines, avec des phases préparatoires visibles et des réactions adverses anticipables. Lors de cette séquence, le cycle complet en détection, décision, déploiement et neutralisation se concentre sur moins de 4 jours. Cette compression du tempo réduit mécaniquement la capacité des groupes armés à s'adapter. Elle signifie aussi que le renseignement n'est plus un flux lent, mais un levier opérationnel immédiat, intégré à la chaîne de commandement. Deuxième repère, l'architecture territoriale de la menace. Les documents saisis montrent que les groupes extrémistes opéraient selon une logique quasi économique, avec des bases fixes, des routes d'approvisionnement identifiées et des systèmes de prélèvement forcés sur les populations locales. Après l'opération, ces 3 éléments sont simultanément touchés. Les bases logistiques sont neutralisées, les axes de circulation interrompus et les circuits de financement démantelés. Ce triptyque est décisif, car il transforme une organisation structurée en un ensemble de cellules isolées, incapables de soutenir une pression prolongée. Troisième repère, le coût relatif. Les analyses comparatives, évoquées par plusieurs observateurs militaires, souligne que des interventions étrangères antérieures dans la région mobilisaient des budgets très élevés associés à des dispositifs lourds et technologiquement sophistiqués. A l'inverse, l'opération burkinabé repose principalement sur des ressources locales, une logistique allégée et une forte mobilisation humaine. Le résultat obtenu, en termes de zones sécurisées et de capacités adverses neutralisées, apparaît disproportionné par rapport aux moyens engagés. Cette efficacité relative devient un argument central dans l'évaluation de la stratégie. Quatrième repère, la dimension humaine. Contrairement à des opérations précédentes, marquées par des déplacements massifs de civils, la priorité donnée aux manœuvres d'encerclement et à l'anticipation réduit les confrontations directes prolongées. Les témoignages internes évoquent une minimisation des pertes civiles et un retour plus rapide des populations déplacées. Ce mouvement de retour devient lui-même une donnée observable. Des villages se repeuplent, des activités agricoles reprennent et les marchés locaux recommencent à fonctionner sous protection. Dernier repère, plus indirect mais révélateur, la perception externe. Dans les capitales occidentales et régionales, les rapports produits après l'opération notent une surprise manifeste. La lecture dominante, selon laquelle une armée africaine sans appui direct ne pouvait obtenir de résultats durables face à des groupes extrémistes organisés, est mise en défaut. Cette dissonance entre attente initiale et résultats observés agit comme un signal faible mais structurant. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire claire. Le Burkina Faso ne se contente pas d'un succès ponctuel. Il démontre une capacité à transformer des ressources limitées en effets mesurables, à condition d'une planification cohérente et d'un leadership assumé. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres, ces délais et ces effets territoriaux constituent plus qu'un bilan opérationnel. Ils servent de preuve concrète qu'un changement de modèle est en cours, avec des implications qui dépassent le seul cadre militaire. Les critiques les plus structurées avancent d'abord ceci. Un succès militaire concentré dans le temps ne garantit pas une stabilisation durable. Selon cette lecture, les groupes extrémistes ont montré ailleurs leur capacité à se disperser, à se reconfigurer et à attendre que la pression retombe avant de réapparaître sous une autre forme. Une opération rapide, aussi efficace soit-elle, ne suffirait donc pas à modifier une dynamique de fond, surtout dans un environnement sahélien vaste et poreux. Elles ajoutent aussi un autre point, le risque d'isolement stratégique. En réduisant la dépendance aux partenaires extérieurs, le Burkina Faso pourrait se priver de capacités de surveillance, de financement et de soutien logistique
qui reste déterminante sur le long terme. Cette approche, jugée souverainiste, serait vulnérable si les ressources locales venaient à s'épuiser ou si la pression sécuritaire s'intensifiait simultanément sur plusieurs fronts. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, les données disponibles permettent d'y répondre partiellement. D'une part, l'opération de décembre ne se présente pas comme un acte isolé, mais comme l'aboutissement d'une séquence préparatoire de plusieurs mois, marquée par des ajustements progressifs, des tests tactiques et une montée en compétences continue. La rapidité de l'action finale repose précisément sur cette accumulation préalable, ce qui réduit le risque d'essoufflement immédiat. D'autre part, la question de l'isolement est nuancée par la nature même de la stratégie adoptée. Il ne s'agit pas d'un rejet total de toute coopération, mais d'un renversement de la hiérarchie. Les capacités locales deviennent centrales, les partenariats extérieurs complémentaires. Cette distinction est essentielle, car elle permet une flexibilité accrue sans abandonner la souveraineté décisionnelle. Enfin, les effets observés sur le terrain, fragmentation durable des structures adverses, retour progressif des civils et réactivation d'activités économiques, suggèrent que la pression exercée dépasse le simple coup d'éclat. Pour Ibrahim Traoré, le débat ne se joue donc pas entre succès et illusion, mais entre deux modèles de sécurité. L'un reproduit des schémas éprouvés mais coûteux. L'autre parie sur l'adaptation locale et l'apprentissage continu, avec des risques réels, mais aussi des marges d'évolution inédites. Le basculement stratégique ne tient pas seulement à la vitesse ou à la surprise, mais à un décalage cognitif soigneusement entretenu. Lors de l'exploitation des documents saisis pendant l'opération, les analystes burkinabés découvrent que les groupes extrémistes opéraient à partir d'une image obsolète des forces nationales. Leurs plans, leurs cartes et leurs hypothèses reposaient sur des standards anciens, supposant une armée lente, prévisible et fragmentée. Cette erreur n'est pas accidentelle. Elle révèle une transformation menée sans signal public fort, sans annonce spectaculaire et sans rupture visible pour l'adversaire. Pendant que l'attention extérieure se focalisait sur des débats diplomatiques et des discours politiques, la mutation réelle se déroulait ailleurs, dans la formation, la doctrine et l'organisation interne. Les succès tactiques dispersés des mois précédents prenaient alors une autre signification. Ils servaient de couverture, voire de test contrôlé. À ce stade, l'opération de décembre apparaît comme la révélation d'un état déjà atteint, et non comme un pari improvisé. Les groupes armés ne sont pas vaincus par une supériorité matérielle, mais par une lecture erronée de la réalité. Leur incapacité à actualiser leur compréhension du terrain devient leur principale faiblesse. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un point d'équilibre. La stratégie ne cherche plus seulement à répondre aux menaces, mais à contrôler ce que l'adversaire croit savoir. C'est ici que la logique change de niveau. La sécurité ne se joue plus uniquement sur le champ de bataille, mais dans la maîtrise du récit opérationnel lui-même. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La reprise effective de zones auparavant considérées comme inaccessibles permet à l'administration de redéployer progressivement ses services de base. Les autorités locales retrouvent une marge d'action, même limitée, pour enregistrer des populations, coordonner l'aide et relancer une présence minimale. Ce retour de l'État n'est pas total, mais il est visible et donc politiquement significatif dans un contexte où l'absence prolongée nourrissait la défiance. Pour les entreprises, notamment locales et régionales, l'impact se lit dans la réduction de l'incertitude. Des axes de transport auparavant impraticables redeviennent utilisables par intermittence. Des projets suspendus pour raisons de sécurité sont remis sur la table, sans garantie immédiate, mais avec une perspective nouvelle. Dans l'agriculture et le commerce de proximité, cette stabilisation relative permet de planifier à nouveau sur une saison, ce qui était impossible lorsque la menace était constante et imprévisible. Pour les populations civiles, l'effet est le plus tangible. Des familles déplacées commencent à revenir dans leur village d'origine. Les marchés hebdomadaires reprennent, les écoles rouvrent de façon partielle et les activités agricoles redémarrent sous protection. Ces gestes ordinaires deviennent des indicateurs concrets de sécurité retrouvée. Il ne signalera pas la fin du danger, mais une baisse suffisante de la peur pour reconstruire des routines de vie. Au niveau régional, enfin,
l'opération agit comme un signal stratégique. Des pays confrontés à des défis similaires observent avec attention cette séquence. La question n'est pas de copier mécaniquement un modèle, mais de comprendre ce qui a changé dans l'équation. La démonstration que fait le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, est qu'un État peut modifier le rapport de force sans disposer d'un avantage technologique écrasant, à condition de maîtriser son tempo, son renseignement et sa relation avec la population. Ces 4 niveaux, institutionnel, économique, humain et régional, ne produisent pas encore une transformation définitive. Mais ensemble, ils constituent un effet de levier. La sécurité cesse d'être une abstraction stratégique. Elle devient une variable observable, avec des retombées mesurables qui redessinent les choix possibles pour l'avenir immédiat. Dans un premier scénario, celui de la continuité prolonge la dynamique actuelle sans rupture majeure. La pression sécuritaire reste contenue dans les zones reprises, tandis que d'autres secteurs demeurent fragiles. Les forces burkinabées consolident progressivement leurs acquis, alternant opérations ciblées et présence dissuasive. Dans cette hypothèse, les groupes d'armées évitent les confrontations directes et privilégient l'évitement, testant ponctuellement les défenses sans capacité de coordination à grande échelle. La stabilité reste incomplète, mais suffisante pour permettre une reprise graduelle des services publics et des activités économiques locales. Dans un deuxième scénario, plus favorable, repose sur un effet d'apprentissage cumulatif. Les enseignements de l'opération de décembre sont intégrés dans la doctrine, la formation et la chaîne de commandement. Le renseignement communautaire se renforce, la coopération civilo-militaire gagne en profondeur et les forces armées améliorent encore leur capacité à anticiper. Dans ce cadre, la fragmentation durable des groupes extrémistes limite leur recrutement et assèche leurs ressources. La sécurité devient plus prévisible, ce qui attire davantage d'investissements et renforce la légitimité des institutions nationales. La dynamique crée alors un cercle vertueux entre stabilité, développement et confiance sociale. Dans un troisième scénario, plus sombre, envisage une reconfiguration adverse plus rapide que prévu. Les groupes armés, appuyés par des flux extérieurs renouvelés, adaptent leurs tactiques, déplacent le centre de gravité des violences et cherchent à provoquer une usure progressive des forces nationales. Cette pression simultanée sur plusieurs fronts met à l'épreuve les ressources humaines et logistiques du pays. Sans ajustement rapide, le risque est celui d'un étirement excessif du dispositif sécuritaire et d'un retour de l'incertitude dans certaines zones. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de fond s'impose. Éviter la lecture binaire succès ou échec. La question clé n'est pas de savoir si le modèle est parfait, mais s'il est capable d'évoluer plus vite que la menace. La capacité d'adaptation, plus que le résultat ponctuel, devient alors le véritable indicateur de résilience à moyen terme. Pour les citoyens directement exposés à l'insécurité, cette séquence rappelle une réalité souvent oubliée. La sécurité n'est pas seulement une affaire de communiqué ou de carte militaire, mais une condition concrète de choix quotidien. Pouvoir envoyer un enfant à l'école, cultiver un champ sans crainte immédiate ou circuler sur un axe secondaire sont des décisions ordinaires qui redeviennent possibles lorsque la violence recule, même partiellement. Ce sont ces micro-libertés retrouvées qui traduisent le mieux l'impact réel d'une stratégie. Pour les acteurs économiques locaux, artisans, commerçants ou agriculteurs, la question est celle de la prévisibilité. Un environnement imparfait mais lisible vaut souvent mieux qu'une instabilité totale. La possibilité de planifier sur quelques mois, d'anticiper une récolte ou un approvisionnement change la logique d'investissement même à petite échelle. La sécurité devient alors un facteur de calcul et non plus un obstacle absolu. Pour les observateurs extérieurs, chercheurs, décideurs ou membres de la diaspora, l'enjeu est différent. Il s'agit de dépasser les récits simplifiés pour analyser les mécanismes à l'œuvre. Comment une armée apprend, comment une population devient partenaire et comment une décision politique se traduit, ou non, en effet durable. Cette lecture exige de la nuance, loin des jugements immédiats. Enfin, pour vous qui suivez cette histoire, une invitation s'impose. Regardez au-delà du spectaculaire. Les transformations profondes sont souvent silencieuses, progressives et réversibles.
Les comprendre demande de l'attention, de la patience et un esprit critique constant. C'est dans cet espace, entre espoir mesuré et vigilance lucide, que se joue la portée réelle de ce qui est en train de se passer. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser l'apprentissage issu de l'opération de décembre. Les retours d'expérience doivent être formalisés, intégrés dans la formation initiale et continue, et traduits en procédures claires. Cela signifie définir qui collecte l'information, comment elle circule, et à quel moment elle déclenche une décision opérationnelle. Sans cette formalisation, le risque est de dépendre excessivement de personnes clés plutôt que d'un système reproductible. Ensuite, l'enjeu est la consolidation territoriale. Reprendre une zone ne suffit pas. Il faut y maintenir une présence crédible et lisible. Cela implique un déploiement coordonné entre forces de sécurité, administration locale et acteurs civils. Les indicateurs de réussite ne sont pas uniquement militaires. Retour durable des populations, reprise des marchés, continuité des services publics. Ces signaux doivent être suivis et mesurés régulièrement. Puis la relation avec les communautés doit être pérennisée. Le renseignement local n'est efficace que s'il repose sur la confiance. Des mécanismes de dialogue, de protection des informateurs et de résolution rapide des abus sont essentiels pour éviter l'érosion de cette confiance. C'est un investissement lent mais déterminant. Par ailleurs, il faut penser à la gestion des partenariats extérieurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique n'est pas l'isolement, mais la sélectivité. Les coopérations doivent renforcer les capacités locales sans les remplacer. Cela suppose des objectifs précis, des délais définis et des critères d'évaluation partagés. Et par-dessus tout, une dernière exigence traverse le reste, la mesure dans le temps. Sécurité, gouvernance et développement avancent rarement au même rythme. Fixer des jalons réalistes, accepter les ajustements et corriger rapidement les dérives devient la condition pour transformer une victoire opérationnelle en trajectoire durable. Revenir au village du Nord, c'est revenir au point de départ de cette histoire. Là où, quelques mois plus tôt, les routes étaient vides et les maisons abandonnées, les signes de vie réapparaissent lentement. Ce ne sont pas des scènes spectaculaires, mais des gestes simples. Un marché qui se reforme, un champ à nouveau cultivé, une école qui rouvre partiellement. Ces images font écho aux premiers indices évoqués plus tôt, lorsque la présence de l'État recommençait à se manifester par touches discrètes. Ce rappel est essentiel car il recentre le récit. L'opération de décembre n'est pas seulement une manœuvre militaire réussie, elle est un moyen, pas une fin. Sa valeur réelle se mesure dans la capacité à transformer un choc sécuritaire en continuité quotidienne. C'est là que la responsabilité politique devient centrale. Maintenir l'élan sans basculer dans l'autosatisfaction. Consolider sans figer. Pour Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un miroir. La stratégie a produit des résultats tangibles, mais elle crée aussi une attente. Chaque succès renforce la crédibilité, mais chaque recul futur sera jugé à l'aune de ce précédent. Le leadership entre alors dans une phase plus exigeante où la cohérence compte autant que l'audace initiale. Une phrase résume ce tournant. La victoire ouvre un chemin, elle ne garantit pas l'arrivée. C'est ce chemin, encore fragile, que le pays doit désormais apprendre à parcourir sans se perdre. Au terme de ce parcours, une image demeure, celle d'un pays qui tente de reprendre la maîtrise de son récit sans promesse de solution simple ni garantie définitive. Ce qui s'est joué au Burkina Faso interroge moins une victoire ponctuelle qu'une méthode et surtout une posture. La sécurité n'y apparaît plus comme un service importé, mais comme une responsabilité assumée, discutée et évaluée dans le temps. Pour les sociétés africaines, l'enjeu dépasse ce cas précis. Il pose une question collective. Jusqu'où les modèles locaux peuvent-ils être renforcés avant de rencontrer leurs propres limites? Pour les partenaires extérieurs, il invite à repenser la coopération non comme une substitution, mais comme un appui ciblé à des dynamiques déjà engagées. Et pour les citoyens, il rappelle que les trajectoires nationales se construisent rarement d'un seul geste, mais par une accumulation de choix cohérents. Le leadership d'Ibrahim Traoré s'inscrit désormais dans cette zone d'attention accrue où chaque décision sera lue à la lumière de décembre 2024. Le débat reste ouvert
et il mérite d'être suivi avec rigueur plutôt qu'enthousiasme aveugle. Alors, selon vous, cette expérience peut-elle inspirer d'autres contextes ou restera-t-elle un cas singulier dans l'histoire récente du Sahel ?